donc l'idée au départ, c'est que, voilà, comme après tout, je ne sais pas qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous voulez savoir sur ce projet-là. On va commencer de manière très générale. Donc voilà, l'atelier commence par, moi je vous donne un mot-clé, et vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. Alors le mot-clé, vous avez peut-être une idée de ce que ça va être, mais si vous n'avez pas d'idée, ben voilà. Le mot-clé, c'est univers. Alors je vous écoute. Mystère. Mystère. Pourquoi pas? Pardon? Vaste. À découvrir. À découvrir. Monde. Un univers ou un? Un. Pardon? Conquête spatiale. Ah, ça c'est beau. Vous voulez faire partie de la mission sur Mars? Parce que on recrute. Quoi d'autre ça vous évoque quand je vous dis univers? Bonjour. Comment? Fantasme. Allez-y parce que j'ai toujours pas mes mots-clés, donc... Infini, pourquoi pas? Expansion. Expansion. Ah, ça y est, on commence de rentrer dans le... Matière. Ah non. Mais oui, oui, bien sûr. Lumière. Ah, lumière, ben voilà. Lumière, matière, ça y est, on y arrive. Ah, c'est pour me faire plaisir, bah ça va alors. Origine. Observable. Le vide. Et ben voilà, c'était le mot-clé, le vide, c'est fini, merci d'être venu. Quoi d'autre? Matière noire. Galaxie. Je mets un S spontanément, mais... Énergie noire. Énergie noire, allons-y. Ah, ben voilà des choses qui... Comment? Vivant. Alors oui, je vais répondre tout de suite à cette question-là. Oui, il y a sans doute des êtres extraterrestres ailleurs. Sinon, ça serait vraiment un grand gâchis d'avoir tout cet espace et que nous soyons les seuls. Mais bon, c'est une vision personnelle. Pourquoi ailleurs? Ah bah parce que sur Terre, on sait qu'il y en a. Donc forcément, ils sont ailleurs. Comment? Oui, oui, complètement. C'est un point de vue complètement personnel. Je trouve que si on a tout cet univers et qu'on est tout seul, alors déjà, on a le problème d'y aller, mais ça, c'est un autre problème. Mais, bon. Quoi d'autre ça vous évoque? On a fait le tour? Ah, espace-temps. Ah oui, je reconnais bien... d'où ça peut venir. De nombreuses discussions que j'ai avec les étudiants d'astrophysique, puisque j'enseigne l'astrophysique depuis 10 ans. Et c'est vrai que, ben voilà, j'en reconnais quelques-uns qui sont passés, qui ont subi mon enseignement, comme je dis, même si apparemment ils ne sont pas traumatisés. La preuve, ils reviennent, donc... Ok. Théorie des cordes. On pourrait aller très loin avec ça. Redshift. Voilà, ça c'est technique, hein. Allez, épuisez vos derniers. N'hésitez pas, de toute façon, après je vais trier, hein, vous inquiétez pas. Dimension. Star Wars. Ah bah oui. Alors Star Wars, on va tuer le clou tout de suite à Star Wars. C'est un très mauvais film de science-fiction pour un scientifique.
Si vous voulez vraiment avoir une référence autre que Star Wars pour un scientifique, Interstellar me paraît beaucoup plus intéressant. Mais voilà, c'est un point de vue personnel à nouveau, hein, j'engage que moi quand je dis ça, même si j'ai vu les Star Wars, hein, rassurez-vous. Hein. Mais bon, le bruit dans l'espace, ça le fait pas, quoi. Ok, vous avez fini? Ok, alors je vais rebondir sur un certain nombre de vos mots. Alors voilà, pourquoi pas commencer par origine et que je vais associer à expansion. Et puis, qu'est-ce que je vais mettre avec ça? Ah ben, je vais mettre espace-temps. Et puis... Non, je vais faire le lien avec ces mots-là. Je vais vous expliquer pourquoi je fais des liens entre ces mots-là. Après, plus loin, peut-être on ira jusqu'à observable, mais on va voir. On va déjà commencer par origine, expansion, espace-temps. Alors... quand on réfléchit, et ça nous amènera à Euclide après, hein, vous inquiétez pas, je ne perds pas mon fil. Quand on réfléchit à l'univers, alors oui, on a tout de suite cette image de l'infini, on a tout de suite cette question qui vient derrière, c'est, ben voilà, est-ce que la vision qu'on a aujourd'hui de l'univers, est-ce que c'est une vision qui est, entre guillemets, et je mets des croches, une vérité scientifique, ou etc. Alors, pour répondre à cette question, je suis obligé de faire un tout petit peu de référence à comment la démarche scientifique existe et pourquoi on n'a pas une démonstration de l'univers tel qu'on l'imagine, mais on a des preuves expérimentales de ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est peut-être pas évident à comprendre, mais c'est ça que je vais commencer par faire. Donc, quand les sciences veulent avoir une idée d'un objet particulier, la première chose que font tous les scientifiques, en tous les cas tous les scientifiques qui travaillent sur les sciences de la matière, font des mesures. Une fois qu'on a fait ces mesures, l'étape la plus difficile, une fois qu'on a des mesures, c'est de dire qu'est-ce qui est à l'origine du phénomène dont j'ai fait des mesures. Alors je vais vous prendre un exemple, quand, voilà, si je veux faire, j'ai un petit bout de papier, si je veux m'occuper de la chute des corps, qu'est-ce que je vais mesurer quand je veux m'occuper de la chute des corps? Alors là, c'est assez facile, on va dire, bah, je vais peut-être mesurer le temps entre le point de départ et le point d'arrivée. Ça, c'est une mesure. Une fois que j'ai cette mesure-là, de ce temps, comment je vais remonter à la gravitation? Alors là, si vous n'avez pas une idée, eh ben, c'est pas simple. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de notion de mathématiques, vous allez dire, ah ben ça, c'est une trajectoire qui est rectiligne. Et puis si vous êtes, voilà, si vous avez un appareil photo comme le jeune homme derrière, bah, vous allez peut-être prendre une série de photos, voir une vidéo, puis vous allez pouvoir essayer de mesurer très précisément à 1/24e d'image par seconde le temps de départ et le point d'arrivée. Donc vous allez mesurer un temps. Et vous allez mesurer aussi que le déplacement de mon petit bout de papier, il est accéléré. C'est-à-dire sur le premier mètre, il va mettre plus de temps que sur le deuxième, puis plus de temps que pour le troisième. Donc si vous voulez faire des mesures, vous devez préciser votre protocole de mesure, vous devez préciser l'objet que vous mesurez et vous devez avoir la précision la plus grande. Donc une fois que vous faites ça, que vous avez des mesures, vous essayez de comprendre et d'imaginer une théorie qui va permettre de rendre compte de vos mesures. Ça, c'est tout le travail des physiciens, des astronomes, des chimistes, des biologistes, enfin tous ceux qui font de la démarche expérimentale. Donc quand on dit aujourd'hui, ben voilà, on a une théorie, et c'est bien le mot qu'on essaie d'adapter, c'est le mot théorie. On a une théorie pour expliquer l'origine de l'univers, eh ben, elle est basée sur des observations. En ce qui concerne l'origine, on sait aujourd'hui qu'il y a 3 preuves complètement indépendantes les unes des autres de le modèle qu'on utilise, qui est le modèle du Big Bang, hein, même si le nom est très mal choisi, parce qu'il n'y a pas du tout d'explosion, mais ça on y reviendra quand je parlerai de l'espace-temps. Parce que ça, c'est des grandes discussions que j'ai avec les étudiants, ça les tracasse toujours, sur notamment qu'est-ce qu'il y avait avant. Bah, avant, il n'y avait rien, justement, mais on y reviendra juste après. Donc les 3 preuves complètement indépendantes les unes des autres qui expliquent et qui, entre guillemets, satisfont les astrophysiciens sur l'origine de l'univers, c'est 1. L'expansion de l'univers. Aujourd'hui, on mesure de manière assez précise l'expansion de l'univers en regardant les galaxies
et en regardant à quelle vitesse les galaxies s'éloignent de nous. Donc c'est un grand nom de l'astrophysique ou de l'astronomie, peu importe comment vous l'appelez en termes de discipline. C'est M. Hubble qui a commencé d'imaginer ça, et il a produit ce qu'on appelle la loi de Hubble, qui dit que plus une galaxie est loin, ou une étoile, plus elle s'éloigne vite de nous. Alors si vous essayez de vous faire une image de ça, ça veut dire que l'image qu'on donne souvent, c'est, ben voilà, vous imaginez que s'il y a eu une naissance de l'univers, et puis qui se met en expansion, ben vous voyez bien que selon l'endroit où vous regardez, si vous êtes sur la surface d'un ballon par exemple, ben tout s'éloigne en même temps. Donc ça, c'est la démonstration que oui, il y a de l'expansion. Et ça, on le mesure. Et plus on mesure, et Euclide fera des centaines de milliers, de millions, même peut-être de millions de galaxies, pour continuer de démontrer ça. Donc ça, c'est un fait établi. Le deuxième fait établi, qui est complètement indépendant de celui-là, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Donc le fond diffus cosmologique, c'est si on suppose qu'à l'origine, notre univers est très chaud et très dense, c'est une loi de la thermodynamique qui dit, bah, si vous augmentez le volume dans lequel vous avez cette matière et cette température, bah, la température diminue. Ça, c'est une loi de la thermodynamique. Donc si on considère que l'univers est né et que depuis, il a une expansion de l'espace autour de lui, la température doit diminuer. Et donc, ben, on mesure la température de l'univers partout et on trouve 2,7 degrés K. C'est la température actuelle de notre univers qui, si on fait avec un bouton, mais ça on ne sait pas faire, hein, on renverse le temps, ben, vous allez recomprimer et vous allez augmenter la température. Et c'est pour ça qu'on imagine que la naissance de l'univers, c'était une température gigantesque de plusieurs milliards de degrés. Bon. Ça, c'est une deuxième, on observe ça, et on observe ce fond cosmologique diffus dans tout l'univers. Partout où on regarde, il y a cette température-là. Bon, deuxième fait. Troisième fait, quand on regarde qu'est-ce qui compose l'univers, alors nous, on en fait partie, hein, on se dit, mais de quoi on est fait? Ben, on regarde, on fait des analyses, on dit, ah, on a du carbone, on a de l'hydrogène, et puis nous, on est un peu particulier, on a même des molécules et des atomes un peu lourds. Du style, ouais, un peu d'or, un peu de particules très lourdes. Alors l'or, j'aime bien, parce qu'après tout, on se dit, c'est assez précieux, donc on est précieux. Bah oui, on est un peu précieux. Et puis je vais raconter ma petite anecdote, toujours pour votre grand-mère, parce que j'aime bien lui raconter ça. Donc, on est composé de ces éléments-là. Comment l'univers a fabriqué ces éléments-là? Ça, c'est de la physique nucléaire fondamentale. Donc ça, les physiciens nucléaires, dont je fais partie aussi, on sait bien faire. C'est-à-dire, comment on fait des noyaux lourds? On prend des noyaux légers et on les fait fusionner. Jusque-là, tout va bien. Donc c'est ce qui s'est passé pour les noyaux légers aux premiers instants de l'univers. Premiers instants de l'univers, on n'avait que des protons, des neutrons, des électrons et des rayons gamma. Alors je vous passe l'étape d'avant, on avait des quarks, parce que disons, ça nous amène un peu trop loin, même si je parlerai un tout petit peu de la théorie des cordes, si on a le temps. Donc on a des éléments légers et on fait de la fusion. Alors pourquoi on fait de la fusion? C'est qu'au début, l'univers était très petit, entre guillemets, et la température est très très élevée. Donc vous arrivez à faire de la fusion des protons avec les protons, des protons avec les neutrons, donc à très haute température. Et puis l'univers, comme on dit, il prend de la place, il s'épand. Et donc la température diminue. Ça a eu comme conséquence que les noyaux légers qui ont été fabriqués dans ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale s'arrêtent au lithium. On sait faire des protons, des deutons, du deutérium, du tritium, des noyaux d'alpha et des noyaux de lithium. Au-delà du lithium, on ne sait plus faire. Alors on ne sait plus faire pourquoi? Enfin, la nucléosynthèse ne sait plus faire parce qu'en fait, l'étape d'après, l'élément chimique d'après, c'est le beryllium. Et le beryllium 8. Or, le beryllium 8, il est très 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 instable. Il se recasse en 2 alpha. Donc vous faites tout ce qu'il faut pour arriver à faire du beryllium 8, et dès que vous le fabriquez, hop, il se recasse en 2 alpha. Pas de chance, on ne peut pas faire mieux. Donc la nature, si on était resté à la nucléosynthèse primordiale, on n'aurait jamais fait de noyau plus lourd que le lithium. Bah, pourtant, nous, on est fait avec du carbone, de l'azote et de l'or. Comment on fait tout ça? Donc la nature a choisi un autre moyen de fabriquer des noyaux plus lourds, elle a fait des étoiles. Et dans les étoiles, on fabrique tous les éléments au-delà du lithium, donc beryllium, carbone, oxygène, azote, etc., etc.
Et les étoiles savent fabriquer ça jusqu'au nickel, enfin au fer 56 et au nickel 58. Alors ça, c'est formidable, c'est-à-dire qu'on a trouvé un endroit où on peut fabriquer des éléments lourds jusqu'au nickel 58, mais on n'a toujours pas fabriqué l'or qui est chez nous. Enfin, on n'en a pas beaucoup, mais on en a un peu. Comment on fait ça? Alors pourquoi ça s'arrête au fer 56 et au nickel 58? C'est qu'en fait, à partir de ce moment-là, il faut ramener de l'énergie pour pouvoir fabriquer les noyaux plus lourds. Jusqu'à présent, quand l'étoile elle fabrique ses fusions, à chaque fois qu'elle fait un noyau plus lourd, elle gagne de l'énergie. Donc ça, c'est bien. C'est un super moyen. Donc, j'ai besoin d'avoir plus d'énergie pour faire de la fusion. Et quand je fais de la fusion, je gagne de l'énergie, donc ça chauffe mon étoile. Donc, hop, je peux continuer de faire de la fusion jusqu'au fer ou au nickel. Et là, si on veut continuer de faire de la fusion, il faut amener de l'énergie de l'extérieur. Et ça, l'étoile, elle ne sait pas faire. Enfin, elle ne sait pas faire. Elle a trouvé un moyen, enfin la nature a trouvé un moyen de faire ça. Bah, si vous arrivez à faire des noyaux très lourds jusqu'au fer dans un volume donné, qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous allez avoir l'augmentation de la densité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir la gravitation qui va agir et qui va faire comprimer l'étoile. Et les lois de la physique nous disent que quand on a une compression, forcément, à un moment donné, on a l'opposé, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la conservation de la quantité de mouvement, hein, c'est un peu savant, mais peu importe. Et donc ça va s'épandre. Donc si vous comprimez une étoile, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors ça dépend de sa taille, enfin il y a plein de petits éléments dont je ne vous parle pas, mais si vous voulez, on pourra en parler. Ben, elle va se comprimer et puis elle va exploser. Et en explosant, donc c'est ce qu'on appelle les supernovas, en explosant, elle va trouver de l'énergie supplémentaire pour continuer de faire des réactions de fusion. Et c'est comme ça qu'on va faire les éléments plus lourds au-delà du fer. Donc en faisant ça, on va pouvoir fabriquer, et c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse explosive. Alors on a nos 3 nucléosynthèses qui sont toutes de la physique nucléaire fondamentale. Donc vous avez la nucléosynthèse primordiale, on fait les légers, la nucléosynthèse stellaire dont je viens de vous parler au sein des étoiles. Donc on fabrique à partir d'hydrogène, puisque c'est ça qui est toujours présent en grande quantité dans l'univers, jusqu'au fer. Et puis pour les noyaux qui sont au-delà du fer, on est obligé de faire exploser les étoiles. Quand les étoiles elles explosent pour fabriquer les éléments plus lourds, qu'est-ce qui se passe? Vous répandez de la matière dans l'univers. Hop, ça s'en va puisqu'il y a un mouvement d'explosion. Donc cette fois, vous disséminez des noyaux lourds dans l'univers. On n'a toujours pas compris comment nous, on a de l'or chez nous. C'est l'étape d'après, c'est-à-dire pour que nous, on puisse être là, il faut qu'il y ait eu des étoiles qu'on appelle primordiales, qui aient fait tout ce cheminement-là, qui aient fait de la fusion, qui aient fabriqué du fer, puis qui a explosé pour fabriquer des éléments plus lourds, et qui s'est disséminé dans l'univers. À partir de ce moment-là, d'autres étoiles se forment en intégrant une partie de ces noyaux lourds qui se promènent dans l'univers. Donc, une étoile de 2e génération, ou de 3e génération, comme notre Soleil, on n'est pas tout à fait sûr de la génération, mais en tous les cas, c'est une étoile au moins de 2e génération. Au moment où le système solaire va se former, il va intégrer ces éléments lourds. Et le système solaire, le Soleil et toutes les planètes autour vont intégrer ces fragments de noyaux lourds qui viennent d'explosion d'autres étoiles. Et donc, c'est la petite chose que j'aime bien raconter à mes étudiants. Ça veut dire que quelque part, nous, on est fabriqués avec des morceaux d'étoiles. Parce que si les étoiles ne s'étaient pas fabriquées, n'avaient pas explosé, on n'aurait jamais eu d'éléments lourds dans notre Terre. Et comme nous, on est sur la Terre, on en a un petit bout, mais on vient d'une explosion d'étoiles. Alors, peut-être de plusieurs, hein, on a peut-être la chance, vous êtes peut-être fabriqués avec 5 étoiles différentes. Et c'est peut-être pour ça que vous avez un caractère particulier, j'en sais rien. On peut tout imaginer. Donc voilà, ça c'est le 3e élément qui représente que, oui, l'univers, il a eu une vie et il est en train de continuer sa vie. Alors pourquoi ces 3 éléments? Donc ce 3e élément, on dit, voilà, on connaît toutes les façons de fabriquer les éléments avec les étoiles. Si ça c'est vrai, on n'a qu'à regarder de quoi est fait l'univers, de compter la proportion de chacun des éléments, puis on va bien voir si ce scénario-là, il marche. C'est ce qu'on fait. On observe les étoiles, les galaxies, les nuages interstellaires, et on regarde la composition de ces éléments, qui composent ces différents éléments. Et on compte, il y a tant d'hydrogène, il y a tant d'alpha, il y a tant de nickel, il y a tant d'or, etc., etc.
Puis quand on compare ce comptage-là, alors on est obligé de compter à des endroits, puis on fait l'extrapolation, hein. Forcément il y a une incertitude, mais quand on fait ça, on retrouve exactement la bonne proportion. Alors c'est pas parfait, il y a des petits écarts encore sur la proportion de certains éléments, mais globalement, avec cette nucléosynthèse, avec ces nucléosynthèses, on retrouve la présence de tous les éléments qu'on observe et le bon rapport, enfin presque tout à fait le bon rapport. Donc on a l'expansion, le fond diffus cosmologique et la nucléosynthèse. Donc ces trois choses-là sont complètement indépendantes les unes des autres. Et ces trois choses-là font partie de la théorie du Big Bang. C'est-à-dire c'est là-dessus que repose, parce que c'est des observations, et c'est là-dessus qu'on comprend que ben voilà, notre scénario, c'est peut-être pas vrai, mais en tous les cas, c'est celui qui rend compte de ces observations-là. Donc vous pouvez proposer une autre théorie, pourvu qu'elle rende compte de ces éléments-là. Pas facile, mais voilà. Donc ça, c'est ce qui nous permet de comprendre ça. Du coup, ça va m'amener à vous parler, alors je l'avais vu tout à l'heure, en tous les cas, je me rappelle avoir entendu, donc dans le « à découvrir », et puis il me manque un autre mot. Je croyais que j'avais entendu « observable ». Oui, tu l'as entouré. Ah, ben je l'ai entouré d'ailleurs. Donc, observable. Alors, ça veut dire quoi, observable? Ça veut dire que si ce que je vous raconte est vrai, l'univers est en expansion depuis sa naissance. Alors aujourd'hui, on estime, par des mesures, et on y reviendra tout à l'heure, peut-être, si on a le temps, parce que je m'aperçois que je parle beaucoup et je n'ai pas tout dit ce que je voulais dire. Donc, si ce scénario d'expansion de l'univers, il est vrai, ça veut dire que, vu qu'un élément qui nous permet de faire les nombreuses mesures dont je vous parlais, c'est un élément fondamental, c'est la lumière. Toutes les observations dont je viens de vous parler sont faites à partir de lumière. Alors il faut prendre lumière au sens large, c'est-à-dire quand je vous dis lumière, ce n'est pas forcément que le spectre visible. Lumière, c'est au sens électromagnétique du terme, c'est-à-dire ça va des photons de très basse longueur d'onde ou de très haute énergie, jusqu'à des photons qui ont des très grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle les ondes millimétriques ou centimétriques ou métriques, et donc des faibles énergies, mais enfin peu importe, c'est un rapport comme ça. Donc c'est tout le spectre électromagnétique qu'on utilise quand on veut analyser la lumière des étoiles et des galaxies. Donc avec cette lumière, on arrive à imaginer quelle est voilà, la composition des galaxies, etc. Si c'est la lumière qui nous appelle cette information, vous vous rappelez tous, ou en tous les cas, si vous ne vous le rappelez pas, je vais vous le redire, la vitesse de la lumière, elle n'est pas infinie, elle est finie. Elle est grande, mais elle est finie. Elle vous fait, à peu près, pour arrondir, 300 000 km par seconde. Donc, vous dites, ah, bah c'est vraiment facile. Si j'observe une étoile qui est à une distance très très éloignée de nous, et qu'elle a mis, pour venir jusqu'à nous, 3 milliards d'années. Ça veut dire qu'elle a voyagé, le photon qui nous a amené cette information-là, il a voyagé pendant 3 milliards d'années. Et donc, ça veut dire que si je recule, plus je vais regarder loin, plus je vais regarder dans le temps. Et donc, la limite actuelle qui s'appelle, alors, pas pour des raisons techniques, hein, parce qu'on pourrait très bien observer plus loin, mais la limitation est la limitation de la vitesse de propagation de l'information. Donc les étoiles, alors l'âge de l'univers, on y reviendra, c'est justement dû à cet espace d'expansion qu'on a mesuré, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on regarde les galaxies les plus lointaines qu'on peut, et on regarde la vitesse à laquelle elles s'éloignent, et on voit qu'elles s'approchent justement de la vitesse de la lumière. Ça veut dire que les plus lointaines qu'on observe, elles se déplacent à la vitesse de la lumière, et si on mesure le décalage de raies caractéristiques pour se rendre compte à quelle vitesse elles s'éloignent, et de quelle composition elle est. On fait la marche arrière du temps, ça on sait faire, en théorie, et on estime aujourd'hui que l'âge de l'univers c'est 13,8 milliards d'années. C'est les dernières estimations avec plein de mesures. Donc ça veut dire que 13,8 milliards d'années, ce n'est pas la limite de l'univers, c'est la limite de l'observation de l'univers par la lumière. Et conséquence immédiate de ça, si les galaxies les plus lointaines qu'on observe, leur lumière nous a mis 13 milliards d'années à peu près pour venir nous voir.
ça veut dire que ce que j'observe, c'est la lumière de cette galaxie il y a 13 milliards d'années. Depuis, la galaxie, elle a continué de se promener. Hein. Elle ne nous a pas attendu en disant « Ah, je m'arrête, et puis quand vous aurez fini… Ça veut dire que la frontière de l'univers, elle est beaucoup plus loin que ça. Puisqu'il y a 13 milliards d'années, elle a émis ce photon qui nous a mis 13 milliards d'années pour nous arriver. Mais depuis 13 milliards d'années, elle a continué de reculer. Ça veut dire que l'estimation qu'on a, alors c'est toujours pareil, c'est une estimation, hein, l'univers, on imagine que sa taille, elle est beaucoup plus grande que 13,8 milliards d'années. Elle est environ entre, alors là les chiffres, plus on va dans cette extrapolation-là, plus c'est faux évidemment, mais on estime à 45, voire 90 milliards d'années, années-lumière, la distance complète de l'univers. Mais on ne sait pas et on n'a pas de moyen d'aller voir. Puisque nous, notre univers observable, il est limité à 13,8 milliards d'années. Quoi qu'on fasse, on ne pourra pas aller plus loin. Alors, ce n'est pas inintéressant d'avoir cette limite, parce que si on approche de cette limite, il y a aussi un moment où dans la théorie du Big Bang, donc dans mon schéma d'expansion, il y a un endroit qui est spécialement intéressant, c'est ce qu'on appelle le moment de la transparence de l'univers. C'est-à-dire à partir du moment où la lumière a pu se propager. Et cette limite-là, elle est à 13,4 milliards d'années. Donc ça veut dire que même si notre univers observable, il n'est pas la totalité de l'univers, on a intérêt à venir voir ce qui se passe à cette frontière-là. Et pour ça, il faut des nouveaux instruments. Ah, comme par hasard, eh ben oui, l'instrument dont on va parler maintenant, cet instrument-là va pouvoir essayer d'aller aussi loin que possible. Alors, il y a toute une nouvelle génération d'instruments. Hein. Il n'y a pas que Euclide. Il y a des très très grands télescopes qui sont en construction, hein, le Extremely Large Telescope, il y a le Very Large Telescope, etc. Donc la construction actuelle de nouveaux détecteurs, nouveaux télescopes, vont essayer d'explorer cette limite-là. Parce que pour le moment, on a très très peu d'exemples de galaxies, alors sûrement pas d'étoiles, parce qu'elles sont tellement loin qu'on ne les voit même pas, mais on voit des galaxies. Et les quelques unités de galaxies qui sont à 13 milliards d'années, elles ne sont pas nombreuses et on aimerait bien en avoir un peu plus. Alors, on aimerait en avoir un peu plus, ne serait-ce que pour se rendre compte que est-ce que cette limite de 13,4, c'est une vraie limite? Ou est-ce qu'il y a des objets, il y en a plein, il n'y a pas cette limite-là? Et puis, faire de la statistique sur c'est quoi ces éléments-là, est-ce qu'ils sont comme les autres, etc., etc. Donc, il faut des nouveaux instruments. Et voilà. Alors, du coup… ça, c'est pour ceux qui sont là, et puis je vais remettre la même chose. J'ai juste changé l'ordre de quelques diapositives par rapport à ça. Alors, je vais juste vous présenter deux, trois petites choses, et puis après, on essaiera d'interagir plus, parce que je ne vais pas faire que parler, mais il fallait bien que je vous dise un minimum de choses. Donc, Euclide, qu'est-ce que c'est? Alors, Euclide, il a comme objectif, et puis ça va me permettre de continuer sur des points clés. Donc Euclide, il a comme objectif d'aller essayer de comprendre plusieurs choses. La première, et c'est celle qui a été évoquée tout à l'heure, quand il y a une personne ou deux qui ont dit matière noire, énergie noire, ce qu'on imaginait jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en découvrant la matière qu'on appelle baryonique visible, on allait comprendre l'univers. Alors là, on a tout faux. Parce qu'en fait, il y a deux observations qui sont venues contredire ça. La première, qui a été faite par une astronome qui s'appelle Vera Rubin, et qui a montré que dans les galaxies, la vitesse de rotation des étoiles n'est pas conforme à ce qu'on observe. C'est-à-dire, si on imaginait qu'il n'y avait que de la matière ordinaire, la vitesse de rotation des étoiles dans une galaxie, elle devra avoir une certaine forme. Et Vera Rubin a montré que non, ça ne correspond pas à ce qu'on observe. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a de la matière, mais qui n'est pas visible, et qui fait que la distribution de vitesse de ces étoiles dans les galaxies n'est pas la bonne. Donc, première chose, elle a supposé qu'il fallait de la masse, mais qu'on ne voyait pas. Donc ça, c'est une première observation, et c'est un premier changement dans la vision de l'univers. C'est-à-dire, on disait, ah bon, on a de la matière visible, et puis on a de la matière invisible, la matière noire. Il y a une autre observation qui a été faite, c'est que quand on regarde l'expansion de l'univers, et ça c'est pareil, c'est une mesure qui a été faite en 1998, donc c'est tout récent, où on s'est aperçu que l'expansion de l'univers, il n'était pas linéaire dans le temps, il y avait eu une accélération.
Alors comment on s'est rendu compte de cette accélération? Toujours pareil, puisqu'on a notre échelle de temps en regardant les galaxies de plus en plus loin. Si on fait des mesures suffisamment importantes à différentes distances, on va pouvoir voir si l'accélération de tous ces objets est linéaire ou pas. Et on s'est aperçu en 1998 que non, ce n'est pas linéaire du tout, il y a eu une accélération. Alors vous êtes, j'allais dire, de bons terriens et vous vous rendez compte que quand vous voulez accélérer un objet, il faut lui donner de l'énergie, hein, il n'accélère pas tout seul. Quand vous voulez accélérer votre voiture, vous êtes obligé d'appuyer sur l'accélérateur et vous consommez davantage d'énergie. Donc il faut de l'énergie pour accélérer. Dans l'univers, d'où vient cette énergie? On a observé l'accélération de l'expansion, mais on n'a pas d'énergie à notre disposition. On ne sait pas, en tous les cas aujourd'hui, on ne sait pas d'où elle vient. Les physiciens, ils ne sont pas très malins, ils disent, voilà, il y a de la matière dont on ne sait pas d'où elle vient, on l'a appelée matière noire. Là, on a besoin d'énergie pour faire de l'expansion, on l'a appelée énergie noire. Hein. Donc jusque-là, tout va bien. Tout va mal, parce que quand on regarde la distribution des galaxies, pour reproduire cette distribution des galaxies, on sait qu'on a de la matière qu'on ne voit pas, et on sait qu'on a de l'énergie qui régit un petit peu où se trouvent les galaxies dans l'univers. Quand on essaie de reproduire ce qu'on observe, il faut qu'on rajoute 95% de choses qu'on ne connaît pas. Alors là, on se dit, ça veut dire qu'on ne connaît rien, quoi. Oui, ça veut dire qu'effectivement, il y a 95% de la composition de l'univers dont on n'a pour l'instant pas d'idée. Donc il faut qu'on essaie de comprendre, et pour comprendre, les physiciens et les astrophysiciens ne savent pas faire d'autre chose qu'il faut prendre des mesures. Donc pour prendre des mesures, il faut développer des nouveaux instruments qui vont nous prendre beaucoup de mesures par rapport à ce qu'on a comme données aujourd'hui. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, quand Hubble il a découvert sa loi, en 1929, pour découvrir que notre univers était en expansion, il avait 19 galaxies. Alors avec 19 galaxies, vous allez dire, c'est pas beaucoup, hein? Non, c'est pas beaucoup. Et aujourd'hui, on voudrait avoir environ 1 milliard de galaxies. Et avec ce milliard de galaxies, on espère pouvoir faire un petit peu plus de décomposition, de statistiques sur les formes de ces galaxies, à quelle vitesse elles s'éloignent, est-ce qu'elles sont regroupées par structure ou par superstructure, etc. Plus on aura d'objets mesurés, plus on se rendra compte, peut-être on va comprendre de nouvelles choses. Par exemple, est-ce qu'on va pouvoir retrouver la matière sombre? Est-ce qu'on va pouvoir l'estimer? Est-ce qu'on va pouvoir avoir une idée de l'énergie sombre ou pas? Donc il faut faire des mesures. Donc Euclide a été conçu pour ça. Alors je vous passe, c'est ce qu'on appelle la matière noire, je vous en ai parlé. Ça c'est une technique de mesure, mais on y reviendra si vous avez des questions, c'est pas que je ne veux pas vous en parler. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est le fond cosmologique qu'on mesure et on s'aperçoit que quand on veut regarder les fluctuations de ce fond, on peut obtenir des informations sur l'univers primordial, mais c'est pareil, c'est une façon de mesurer. Je veux aller un petit peu plus loin. Donc Euclide, qu'est-ce qu'il veut faire? Euclide, c'est ce que je vous ai dit, il veut étudier les populations de galaxies. Il veut vraiment avoir beaucoup de galaxies comme dans son catalogue. Je vous donnerai les chiffres après. On veut étudier avec Euclide les amas de galaxies, c'est-à-dire les endroits, comme ici, où vous trouvez dans des zones de l'espace un nombre considérable de galaxies. Alors ça a un intérêt, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le weak lensing. Si on arrive à mesurer ces amas de galaxies correctement, on va pouvoir obtenir la masse le long de la visée, et donc pourquoi pas la masse qu'on ne voit pas. Il va pouvoir mesurer de nouvelles exoplanètes. Alors on le verra quand on arrivera sur la composition d'Euclide. Les exoplanètes, on va pouvoir les regarder avec ce qu'on appelle la lumière infrarouge. Le proche infrarouge va nous permettre d'obtenir des systèmes plus froids. Donc on va pouvoir regarder ça. On va pouvoir étudier des étoiles. On va augmenter notre statistique sur les étoiles, parce que ça c'est aussi important. Et puis on va pouvoir regarder si notre système solaire, alors quand on dit notre système solaire, ce n'est pas les planètes, hein, celles-là on les connaît. Par contre, on sait qu'il y a plein d'objets, des comètes, voire des gros astéroïdes qui se promènent dans notre système solaire.
Et Euclide s'est dit qu'après tout, vu la précision de ce qu'il a, si on pouvait repérer tous les objets astéroïdes un peu gros, ça nous arrangerait bien, parce que tant qu'à faire, si on pouvait savoir avant qu'ils nous arrivent sur la tête qu'ils vont arriver, ça serait bien. Mais bon. Alors, en termes de quantification, voilà. Quand on fait la somme de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, sur les galaxies, dans une zone d'espace, on en a 5 millions. Alors c'est pas mal. Euclide, on voudrait arriver jusqu'à au moins 200 millions, voire plus. Donc on veut vraiment changer d'échelle. Sur les galaxies massives, aujourd'hui on en connaît quelques dizaines, Euclide permettra d'en avoir plutôt quelques centaines, voire un millier. Donc toujours pareil, c'est un objectif en soi, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de données pour faire plein de mesures et pour essayer de comprendre les choses. Les galaxies naines, aujourd'hui, on n'en connaît pas. Enfin, on ne les observe pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont, trop faibles à observer avec nos instruments actuels, et en plus, ce n'est pas la bonne longueur d'onde. Donc c'est pour ça qu'Euclide a deux systèmes très différents, le visible et le proche infrarouge. Et les galaxies naines, elles rayonnent dans le proche infrarouge. Donc on va pouvoir aller en chercher qu'on n'a encore jamais vu. Des noyaux actifs, bon ça c'est, j'allais dire presque, c'est la même chose qu'avant. Et puis c'est pareil, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la limite de l'univers. La limite de l'univers, c'est les quasars. C'est-à-dire c'est des objets qui sont presque au bord de ce qu'on observe. On n'en a pas beaucoup, voire, alors il y en a 2 qui ont été découverts depuis qu'on a fait les transparents. On voudrait en avoir une trentaine, voire un peu plus. C'est-à-dire commencer d'avoir des objets qui sont à la limite de l'observable. Donc ça, c'est les objectifs scientifiques d'Euclide. Alors, comment ça va se passer? Alors, c'est un gros projet, Euclide. Hein. J'ai toujours peur de donner des chiffres parce que les gens ils disent « Oh là là, mais qu'est-ce que ça coûte cher ?» Alors oui, ça coûte cher. Un objet comme ça coûte 1 milliard d'euros. Pourquoi ça coûte cher? Parce que déjà, il faut le lancer, parce qu'on veut que ça soit dans l'espace. On veut qu'il soit loin de la Terre pour pas avoir les problèmes de rayonnement parasite, de l'atmosphère. Donc on va l'envoyer à un endroit qui est un peu particulier dans notre système solaire, ça s'appelle un point de Lagrange. Donc ça c'est le point de Lagrange 2, qui est situé à 1,5 million de kilomètres de chez nous. Donc il faut l'emmener là-bas. Pour l'emmener là-bas, on ne sait pas faire autrement que d'envoyer avec une fusée. Une fusée ça coûte cher. Hein. Le lanceur Soyouz qui a été négocié avec les Russes, puisque Soyouz c'est russe, c'est 200 millions d'euros. Bon, c'est un bon prix, hein, mais ça coûte cher, quoi. Ensuite, il faut un télescope, donc je vais vous en parler juste après. Et puis, il faut des instruments. Alors, il y en a 2. Il y a un instrument pour le visible et un instrument pour l'infrarouge. Et puis, quand on a un gros travail comme ça, forcément, il y a beaucoup de gens qui travaillent. Donc, la collaboration Euclide, c'est une très grosse collaboration. C'est 16 pays, c'est 225 laboratoires, c'est 1500 personnes. Alors voilà, ça paraît un peu lourd, mais quand on voit ce qu'il y a à fabriquer et à imaginer, oui, finalement, on n'est pas si nombreux que ça, quoi. Alors, voilà les 2 instruments dont je vous parle, le visible et le NIR. Alors, NISP, ça veut dire Near Infrared, Spectroscopy and Photometry. Donc, cet objet-là est fabriqué sous, j'allais dire, gouvernance anglaise. Cet objet-là est fabriqué sous gouvernance française. C'est-à-dire que c'est nous, les Français, qui avons à fabriquer ce truc-là, dont la maquette est là. Voilà, vous irez voir tout à l'heure. Donc, c'est un gros objet, c'est un objet qui est assez exceptionnel, parce que, évidemment, pour observer beaucoup de galaxies, il faut quelque chose qui soit très, très précis. Donc, c'est ça que je vais vous dire. Donc, voilà comment c'est réparti, peu importe. La partie française, c'est 400 personnes. C'est les laboratoires de Marseille, Lyon, Paris, etc. Donc si vous voulez le détail, vous regarderez sur les petits transparents. Ça c'est ce qui va être observé, c'est-à-dire on va observer vraiment tout l'univers. Alors sauf quand vous regardez ça, il y a 2 endroits où on ne peut pas observer, c'est notre galaxie. Notre galaxie elle nous gêne pour observer le ciel, oui, mais on ne peut pas l'enlever, donc forcément on ne verra pas à travers notre galaxie. Voilà le satellite, comment il est composé. Donc vous avez le télescope qui va avec le miroir primaire, avec son foyer qui va renvoyer la lumière dans l'étage du dessous.
Et dans l'étage du dessous, vous allez séparer la lumière du télescope. C'est un gros télescope, c'est 1,20 m dans l'espace, c'est un petit peu plus grand que Hubble. Donc vous allez recueillir la lumière et puis vous allez transmettre à travers, par réfléchissement de ce miroir-là, à travers le trou dans le miroir, il y a un petit trou, et puis vous allez dans le niveau d'analyse. Dans le niveau d'analyse, vous avez à nouveau un miroir qui va séparer, avec des filtres, le visible de l'infrarouge. Donc le visible, c'est les Anglais, je ne vous en parlerai pas. Par contre, alors bon, ça c'est des détails techniques dont vous pourrez regarder. Donc quand je vous dis que c'est un gros projet, c'est parce qu'effectivement, il y a tous les meilleurs professionnels qui sont capables de fabriquer des instruments d'une très haute performance. Donc la NASA, l'ESA, Airbus, Thales, enfin voilà, c'est des gens qui sont spécialistes dans des instruments très très particuliers. Même la structure, on a été obligé de développer une matière particulière qui s'appelle le carbure de silicium, qui est très dur, très costaud, qui a une très bonne résistance thermique, parce que voilà, quand vous êtes dans l'espace, il fait un peu froid. Je vous ai dit tout à l'heure, il fait 2,7 degrés, donc il faut un matériau très particulier. Le seul petit problème de ce matériau, c'est qu'il n'aime pas du tout les chocs. Donc la première version de la structure voilà, qui était là, on a fait une fausse manœuvre et clac, il est cassé. Donc on est en train de le refabriquer parce que ça n'aime pas du tout les chocs. Donc c'est pas grave, mais une fois qu'il est là-haut, normalement, il ne doit plus avoir de choc. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Il sera protégé au moment du lancement, hein. Il est bien embacté et puis après on enlève le pactage. Bref. Alors pourquoi nous, à Lyon, on est partie prenante de ce truc-là? Voilà, donc ça c'est mon laboratoire, c'est l'Institut de physique nucléaire de Lyon, où il y a un groupe de cosmologie observationnelle et puis il y a un groupe qui est spécialisé dans l'infrarouge. Et c'est pour ça que la collaboration Euclide nous a demandé de participer à ce projet. C'est qu'on a, on a une spécialité sur la détection de l'infrarouge. Donc ce qu'on va faire, c'est tous les détecteurs de vol qui sont fabriqués par la NASA, enfin par un sous-traitant de la NASA, que la NASA ne fabrique pas tout, elle sous-traite à des fabricants qui sont évidemment contrôlés pour leur expertise et leur excellence. On va nous envoyer les détecteurs et nous on va les caractériser. Alors on en a déjà reçu, puis ils n'étaient pas bons, donc on les a renvoyés. Et là c'est vrai que ça n'a pas fait plaisir à la NASA, mais on a dit on est désolé, nous on est chargé de caractériser les détecteurs. Si les détecteurs qu'on envoie dans l'espace, ils ne sont pas bons, après on va dire à qui? À l'Institut de physique nucléaire, c'est vous qui avez caractérisé? Ouais, ils sont pourris vos détecteurs. Voilà, donc on en a renvoyé 2. Je ne vous parle pas du prix, hein, mais nous on ne pouvait pas accepter qu'ils soient comme ça, donc hop, recommencer. Donc on espère que les prochains, enfin on vient d'en recevoir des nouveaux, on commence la caractérisation, on espère que ça va marcher, parce que si à chaque fois on les renvoie, la conséquence financière c'est une chose, mais la conséquence, on sait que ça doit partir en 2021. Si on nous donne que des détecteurs qui ne sont pas bons, on partira plus tard. Mais bon, donc on a un gros job, parce qu'une fois que c'est passé chez nous, normalement ils partent. Donc on a intérêt à ce que ceux qu'on a et qu'on a validés marchent bien. Alors on fait tout un tas de tests, vous imaginez, mais ça prend du temps, ça demande des équipements particuliers. Donc on a une salle blanche, parce que ce détecteur-là, il ne faut pas qu'on le mette comme ça, on va le promener. Non, c'est des caractéristiques particulières. Donc voilà ce qu'on fait. Alors après, il y a d'autres labos, notamment nos amis de Marseille, qui s'occupent. Alors ça, c'est le lab à Marseille qui s'occupe. Je vous parlerai tout à l'heure. Donc nous, on a notre détecteur, il est à l'arrière, et puis devant, on a une roue qui permet de filtrer les longueurs d'onde, donc dans différents infrarouges. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, l'autre gros endroit qui travaille sur l'instrument, c'est vis, donc dans le visible, mais ça, c'est la maîtriseuse anglaise. Bon, alors on a mis des petites choses pour vous donner une idée de ce que ça veut dire en termes de précision. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a envoyé notre satellite dans l'espace. On a les meilleurs instruments d'observation, mais il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est quand il va être en vol et qu'on va observer une galaxie ou une étoile, cette galaxie ou cette étoile-là, elle est à quelle distance et elle a donné quelle luminosité, c'est-à-dire quelle est la magnitude de cette étoile ou sa brillance. Donc ça, on ne sait pas, parce qu'il n'y en a pas d'instrument sur place. Donc on va être obligé d'utiliser tous les télescopes qui sont sur Terre pour dire, voilà, on a observé cet endroit-là du ciel, on a vu 3 galaxies et une étoile,
dites-nous quelle est la luminosité et la brillance de ces galaxies et de cette étoile pour qu'on puisse calibrer notre détecteur. Si on n'a pas ça, la mission, elle ne marche pas. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir faire des observations, il faut faire des mesures, mais il faut qu'on fasse des mesures qui soient précises. Donc si on n'a aucune idée de... Quand on regarde là, voilà les premières valeurs, alors après on va aller regarder des endroits qu'on ne connaissait pas. Mais il faut qu'on regarde des endroits qu'on connaît pour pouvoir avoir une référence. Et c'est ça qu'on va faire avec tous les télescopes qui sont présents sur Terre, en disant, ben voilà, on a besoin de vous pour faire ça, parce que la mission Euclide, sans vous, elle ne marche pas. Donc ça veut dire que voilà, on a développé des collaborations avec tous les... Alors, y compris ceux qui vont arriver, parce que LSST, c'est un très grand télescope qui va arriver en 2020-2021, donc juste au moment où on va lancer notre satellite, pour pouvoir avoir des références vis-à-vis de ce qu'on va observer nous. Ça, c'est indispensable. Donc, ben, voilà, il y a du travail sur Terre. Hein. Et puis, ben, il y a un autre travail qui est très important sur Terre, c'est que Euclide, avec le NISP et avec le VIS, va nous envoyer des tas de données. Alors, pour vous donner une idée, voilà, c'est toujours pareil, ça fait des chiffres qui font un peu peur, mais on a... Alors, le télescope VIS, il a 640 millions de pixels, c'est-à-dire il y a 640 millions d'informations qui arrivent presque toutes les secondes et qu'il faut transmettre ces données-là sur Terre. Parce que, ben voilà, on n'est pas dans l'espace pour analyser, donc il faut qu'on transmette tout ça sur Terre. Et puis NISP, c'est un peu plus petit, c'est seulement 64 millions de pixels, mais il faut transférer tout ça sur Terre. Donc ça veut dire qu'on va utiliser de la transmission, j'allais dire, radio, et il faut qu'ici, on ait les moyens de calcul pour traiter tout ça. Donc, ben voilà, les moyens de calcul, c'est 10 centres en Europe. Alors, plus, non, 9, parce qu'il y en a un qui a changé. Donc, il y a 8 centres en Europe, un centre aux États-Unis. Et donc, ben, on a des quantités gigantesques de données à traiter. Et donc, ben, rien que pour faire ça, déjà, c'est un challenge en soi, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, on est en train de développer tout ce qu'il faut. Il faut acheter des ordinateurs, les faire travailler ensemble. Il faut que la coordination entre tous les centres, qu'on se répartisse les données. Enfin, je vous passe les détails, mais voilà. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, voilà, c'est des disques durs, c'est des téraoctets. Alors, je ne sais même plus combien on en a, tellement qu'il y en a. Donc, il y a un gros travail d'informatique à faire, hein, j'allais dire, évidemment. Voilà, où c'est qu'on en est? Ben, on en est là. On a déjà travaillé depuis 6 ans. Mais avant, on n'en parlait pas parce que c'était pas le moment. Puis voilà, on arrive maintenant à 3 ans du lancement, donc on commence à dire, ben voilà, l'objet il est en train de se préparer, les détecteurs, on pense, même si on en a refusé, ben, ils vont marcher. Donc on commence à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire à informer. Voilà ce que fait l'Europe, voilà ce que fait l'ESA, voilà ce que fait la France et voilà ce que fait un laboratoire de votre campus. Le lancement, pour l'instant, il est prévu en juin 2021. Donc voilà, vous pourrez suivre l'actualité d'Euclide. Vous allez en entendre parler de plus en plus parce que c'est un très gros projet. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans et c'est un vrai enjeu pour essayer de comprendre un petit peu voilà, l'infini. Alors on n'en verra pas de personne. Il n'y a personne dans Euclide. Parce que ce n'est pas des bonnes conditions pour mettre quelqu'un au point de Lagrange. On s'est dit qu'elle aurait un peu froid, la personne. Même si ça serait très utile, parce qu'on est à peu près sûr qu'il va y avoir des pannes. Et voilà, quand on a un satellite qui est à 1,5 million de kilomètres, pour aller le réparer, ça va être compliqué. Donc s'il tombe en panne, il tombe en panne. L'autre gros danger qu'on a, c'est au moment du lancement, hein, vous vous en doutez. C'est-à-dire qu'on va tous être comme ça, parce que, voilà. Alors... les Russes nous ont dit probabilité que ça explose avant que ça arrive, c'est 5%. Bon, c'est pas beaucoup, mais 5% c'est beaucoup, quoi. Donc, bon, ben voilà, hein, si vous voulez croiser les doigts avec nous au moment où vous entendrez parler du lancement d'Euclide, faites-le, parce que sinon, ça fera jamais que 10 ans de travail pour rien. Merci pour ce moment. Voilà, à vous de poser des questions. J'ai pas pu tout vous dire, mais voilà, après, c'est mieux que vous me posiez des questions, parce que sinon, je peux vous en parler pendant 25 heures. Hein, donc, allons-y, à vous.
qu'est-ce que vous avez envie de savoir ou qu'est-ce que vous voulez que je vous parle d'autre? Oui. Moi, ça m'a intrigué. Vous avez dit que c'était assez fragile, en fait. Oui, c'est assez fragile. Du coup, Alors, assez fragile, c'est tout est relatif, hein. C'est-à-dire que donc ça, c'est la maquette à l'échelle 1. Donc c'est presque le vrai instrument. Quand je dis c'est fragile, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des coups de pied dedans, ça ne va pas le casser. Mais vous savez, quand on lance un satellite, les vibrations, les chocs, c'est quand même des tensions très fortes. Donc il est fragile, c'est-à-dire qu'il faut que le lancement soit vraiment un lancement parfait. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de petits problèmes, que la fusée ait envie d'accélérer un peu plus, parce que sinon il ne résistera pas. Donc ça fait partie des dangers. Mais alors pourquoi on a choisi ce matériau? C'est parce que c'est un matériau qui résiste très bien au froid, parce qu'il faut qu'il tienne 7 ans. La durée de vie du projet, c'est 7 ans dans l'espace. Des matériaux qui résistent à moins 250 pendant 7 ans, il n'y en a pas beaucoup. Après, vous le faites revenir? Ah non, après il est perdu. Si vous voulez le récupérer, on vous l'offre, mais non, il est perdu. Alors comment ça marche? Alors on envoie, alors il est au point de Lagrange 2, mais au point de Lagrange 2, c'est pas ce qu'on appelle un point stable. Donc on emmène du carburant, et il y a des petits moteurs sur le satellite, et on va le repositionner tout le temps. Donc, et puis il y a des panneaux solaires. Donc, alors les points de Lagrange, c'est un point particulier, c'est-à-dire quand on regarde, si vous regardez, quand vous irez demander à Monsieur Google, c'est où les points de Lagrange, il va vous montrer, les points de Lagrange, c'est les points d'équilibre entre l'attraction terrestre et l'attraction du Soleil. C'est-à-dire qu'on veut que le satellite ne bouge pas trop quand même. Donc les points de Lagrange, c'est les points d'équilibre de la gravitation de la Terre et du Soleil. Donc il y a plusieurs points de Lagrange. Alors évidemment, il y en a un entre la Terre et le Soleil. Mais ça ne nous intéresse pas du tout, parce que le Soleil, il va nous enquiquiner beaucoup, parce qu'il est gros. Donc le point de Lagrange qu'on a choisi, c'est celui qui est de l'autre côté de la Terre. Entre guillemets, la Terre va masquer une partie du Soleil, mais pas complètement. Mais c'est de l'autre côté. Mais du coup, c'est un point qui est instable. Si c'est un point qui est instable, ça veut dire qu'il faut corriger tout le temps la position, sinon le satellite, il va s'en aller et on ne pourra plus faire des mesures avec. Donc il y a des panneaux solaires et il y a du carburant qu'on emmène avec. Alors, principe des instruments. Donc on va observer la lumière. Donc jusque-là, tout va bien. On a un télescope, c'est ce que je vous ai montré. On voit, voilà. Hop, j'en profite. Voilà, on a un télescope. Comme un télescope... alors 1m20, c'est pas un gros télescope, hein, c'est gros comme ça. C'est déjà un bel instrument. Surtout qu'il est dans le vide. Donc on n'a plus les problèmes d'atmosphère, de poussière, etc. Là, c'est un milieu très propre. Enfin, pour peu qu'il y ait un peu de poussière, mais tellement peu que ça ne va pas le gêner. Donc vous reculez la lumière. La lumière, c'est comme un télescope, vous allez l'analyser. Et nous, on a choisi de séparer la lumière en 2 voies principales. La voie visible, c'est-à-dire le spectre de vos yeux, de 400 à 800 nanomètres, si on parle en longueur d'onde. Et puis le proche infrarouge, donc entre 800 et 2200 nanomètres. Alors pourquoi on choisit de séparer cette lumière? Parce que la lumière qui nous vient des étoiles et des galaxies, c'est pas que de la lumière visible. On a tout un spectre qui nous est envoyé. Nous, on voit que quand on regarde les étoiles, on peut voir, si vous faites attention, vous voyez un peu des couleurs, un peu rouge, un peu bleu, un peu jaune, mais déjà, il faut bien regarder. Mais en fait, il vous envoie tout un spectre de longueur d'onde. Donc on va prendre ce qui est visible pour un instrument, c'est-à-dire on va regarder comme si on regardait, voilà, avec vos yeux, un peu plus précisément, parce qu'on va analyser ça sur des détecteurs qu'on appelle des caméras CCD, on va analyser la lumière avec un réseau, on va regarder la présence des éléments, donc c'est une vision un peu plus précise que la nôtre. Et puis on va garder l'infrarouge. Alors l'infrarouge, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est que quand vous regardez dans le visible, si vous mettez entre la source et nous un nuage de matière qui va se promener dans tout l'univers, il y en a plein, il y en a dans toutes les galaxies des nuages, puisqu'il y a de la matière et c'est là que se forment les étoiles. Mais si vous mettez un nuage, le visible, il ne passe pas à travers. Alors quand on regarde des photos de galaxies, si vous regardez ça sur Internet, il y a des moments où on voit des belles taches noires, c'est qu'il y a un nuage. Et ça, le visible, il ne passe pas à travers. Par contre, l'infrarouge, il passe à travers. Donc ça veut dire qu'on a choisi de mettre du proche infrarouge
parce qu'on ne veut pas d'avoir d'écran. Et ces nuages de matière, ben, il se trouve qu'ils absorbent l'infrarouge, mais ils le réémettent. Donc du coup, l'infrarouge va nous permettre de ne pas avoir de masque. On va voir, en plus, ce qui nous intéresse aussi, c'est, quand je vous ai parlé tout à l'heure des naines brunes, c'est des étoiles qui sont froides. Et si elles sont froides, elles rayonnent dans l'infrarouge. Donc si vous avez que votre spectre de visible, vous n'allez pas les voir. Comme c'est un enjeu important, parce que peut-être qu'on se trompe depuis le début, et qu'en fait la matière des naines brunes ou des galaxies naines, il y en a beaucoup, mais jusqu'à présent on ne les a pas observées. Donc on ne peut pas avoir une idée de la quantification de cette matière-là, et pour ça il faut de l'infrarouge. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de travailler et dans le visible et dans l'infrarouge. Mais c'est des techniques un petit peu particulières, parce que les détecteurs infrarouges, c'est pas les mêmes que les détecteurs visibles, quoi. C'est une technologie particulière. Alors, la difficulté supplémentaire, dont je ne vous ai pas parlé, mais puisque ça me donne l'occasion d'en parler, quand vous voulez détecter de l'infrarouge, alors l'infrarouge, c'est ce que vous ressentez quand vous approchez d'un four. Quand vous approchez d'un four, vous sentez que c'est chaud, mais vous ne voyez rien. Ben, vous ne voyez rien parce que c'est de l'infrarouge. Donc ça veut dire que l'infrarouge, c'est quelque chose qui chauffe. Si on a un détecteur qui détecte l'infrarouge, eh ben, il va chauffer. Donc on est obligé de le refroidir pour qu'on élimine la chaleur qui va être amenée par justement la détection de l'infrarouge. Donc du coup, tout ce truc-là, ben, ça va être refroidi à 90 degrés K en permanence. Donc c'est pour ça que la structure en carbure, etc. Enfin, je vous en passe, mais je ne dis pas tout. Mais... Donc voilà pourquoi on a choisi de voir comme ça. Qu'est-ce qu'on mesure en fait? Alors on va mesurer tout ce qu'on peut mesurer sur la lumière. On va mesurer sa longueur d'onde, et puis on va aussi mesurer ce qu'on appelle le flux, c'est-à-dire la quantité totale de lumière qu'on reçoit. Alors ça a un intérêt, c'est-à-dire que, par exemple, quand vous regardez une galaxie, si vous arrivez à mesurer son flux total, et que vous arrivez à mesurer, par exemple, l'arrêt de l'hydrogène qui compose en grande partie les galaxies, vous allez pouvoir déduire sa masse. Et si vous déduisez sa masse, ben vous allez pouvoir avoir une idée, si vous avez sa luminosité, c'est-à-dire son flux total, vous allez pouvoir avoir une idée de sa distance. Donc ça nous intéresse beaucoup parce qu'on voudrait avoir nos galaxies, mais on veut savoir où elles se trouvent, avec le décalage qu'on appelle le décalage Doppler, mais aussi par d'autres méthodes pour avoir la distance de ces galaxies, pour pouvoir faire notre catalogue en fait. On cherche à faire un catalogue, on fait de la cartographie comme on dit. On repère nos galaxies, on les mesure, on les identifie, on va les caractériser. Donc on va mesurer tout ce qu'on peut mesurer de la lumière, et puis on va faire aussi ce qu'on appelle de la diffraction, pour aller détecter les raies des éléments qui sont présents dans la lumière, puisque la lumière est caractéristique des éléments qui composent le centre émetteur. Donc tout ce que la lumière va nous apprendre, on enregistre tout. C'est pour ça qu'on a des quantités industrielles de données. D'autres questions ou compléments, n'hésitez pas, on est là pour ça. Oui. Qui c'est qui va traiter toutes ces données? Vous allez les récupérer dans toute l'Europe, etc. Mais il va falloir faire quelque chose, les mettre sur une base de données pour des astronomes, quelque chose comme ça. Alors, la collaboration Euclide est une collaboration ouverte, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données. Évidemment que, entre guillemets, nous qui avons fabriqué le détecteur et qui avons passé tout ce temps-là, on va commencer de regarder nous les données. C'est un peu normal. Mais après, on va les donner à la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, après, on va ouvrir ça. Alors, les astrophysiciens et les astronomes, ils ont cette volonté depuis des années. C'est-à-dire que vous pouvez, là, si vous voulez aller voir des catalogues de galaxies, il y en a. Vous tapez catalogue de galaxies, vous allez pouvoir aller voir toutes les galaxies qui sont cataloguées. Donc nous, on va d'abord regarder un certain nombre de choses. Alors on s'est donné 5 ans après le lancement, c'est-à-dire à partir du moment où on va commencer d'observer les données, c'est-à-dire 2022. Pendant 5 ans, on va garder les données pour nous, puis après on va les rendre publiques, pour que tout le monde en profite. Parce que nous, on veut regarder des choses précises, mais après, on n'est pas suffisamment nombreux pour tout regarder, donc on va offrir les données à la communauté internationale. Donc il y aura des catalogues. Alors ça sera libellé Euclide, hein. C'est toujours pareil, on va dire, ouais, si vous utilisez des données d'Euclide, dites que c'est nos données, quoi, mais elles vont être ouvertes à la communauté. Mais oui, de toute façon, même si on est 1500, c'est pas assez. Vous allez les stocker où? Alors elles sont stockées, là ici il y a un centre qui s'appelle le centre de calcul de l'IN2P3,
qui va être un des 8 centres européens pour stocker ces données-là. Alors après, nous, on les condense et on les analyse, c'est-à-dire qu'après, on va traiter les données qui viennent de telle galaxie et on va donner une ligne sur la galaxie, numéro, machin, truc chouette. Voilà ses caractéristiques, voilà tout ce qu'on a mesuré nous et on le rend public. On va comprimer les données en fait. Parce que les données qu'on reçoit, c'est des données brutes. Les spectres, les longueurs d'onde, la diffraction, la photométrie, le flux. Après, on va traiter tout ça et on vous donnera que des informations utiles pour la communauté. C'est-à-dire, on ne va pas vous en faire le traitement des données, ça ne sert à rien. Donc, on le fait nous et après, on les donne à la communauté. Avec ce qu'on disait de manière évidente, la priorité des résultats qu'on va chercher à obtenir. Si, par exemple, on arrive à trouver une autre accélération dans l'expansion de l'univers, ou si on arrive au bord de l'univers observable et que ce n'est pas ce qu'on s'attend, on va le publier, mais c'est normal, ça fait 10 ans qu'on travaille là-dessus. C'est la priorité des gens qui travaillent sur un objet comme ça. Mais après, oui, elles sont traitées, elles sont prédigérées avant de les donner à la communauté. Vous parliez de l'accélération de l'expansion de l'univers au début. Oui. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas une... On va imaginer qu'il n'y a pas une fin quelque part, qu'il y a une espèce de système élastique et qu'on se retrouve avec l'univers qui à nouveau se... Alors ça c'est une vraie bonne question. C'est-à-dire que oui, et c'est un problème s'il y a quelque chose dans les données, on le verra. C'est-à-dire, ce que je vous ai dit au début. Le modèle de l'univers qu'on a aujourd'hui, c'est un modèle qui est parti d'un point et qui est en expansion. Au départ, parce qu'on n'avait pas beaucoup de données, on s'est dit, le plus simple, c'est de penser qu'il y a une expansion linéaire. En accumulant nos données, donc nos 5 millions de galaxies qu'on a aujourd'hui, on s'est aperçu que, non, l'expansion, elle n'est pas linéaire. Et puis, il y a plein de gens qui disent, donnez-nous des détails de cette expansion au cours du temps. Donc, on s'est aperçu qu'il y a eu une accélération, parce qu'on a beaucoup de données. Là, on va avoir 100 fois plus de données, ou 80 fois plus de données. Du coup, on va pouvoir avoir une analyse plus fine des galaxies le long de l'histoire, puisque plus on va regarder loin, plus on va regarder dans le temps. Donc on va avoir une idée de l'histoire de manière un petit peu plus précise, et on va peut-être voir d'autres accélérations, ou on va peut-être voir, parce que les objets sur lesquels on a moins de données, c'est les objets les plus lointains. Pour une question de, s'ils sont plus lointains, leur visibilité est plus petite, donc il faut de nouveaux instruments pour aller les voir. Donc on va peut-être découvrir que, tout au bord, enfin au bord de notre univers observable, ça ralentit. Donc si ça ralentit, ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce qu'effectivement, alors ça a été un des scénarios qui a été envisagé quand on a réfléchi à l'expansion. Les gens se sont dit, il y a 3 solutions. Soit l'expansion, elle continue indéfiniment, et donc, voilà. Alors, on est dans cette phase-là. Alors, quand je dis ça, je peux vous donner des petites choses, pas pour vous faire peur, mais pour vous informer. L'univers est en expansion. Ça veut dire que tout l'espace, à n'importe quel endroit, est en expansion. Par exemple, la distance entre la Terre et la Lune est en train de changer. La Lune s'éloigne de nous. Donc, à un moment donné, on va perdre la Lune. Parce que la force d'attraction sera plus suffisante. Donc la Lune, hop, ciao. C'est peut-être pas très grave, on n'aura plus de marée. Mais bon. Alors peut-être que pour ceux qui aiment la science-fiction, ils ont tous en tête tiens, on va aller construire une base sur la Lune, et puis quand la Lune va s'en aller, hop, on va partir avec. Pourquoi pas? Il y a eu plein d'épisodes de cette série-là. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est l'expansion a commencé, puis elle va ralentir, mais elle va ralentir suffisamment lentement pour qu'on continue cette expansion indéfiniment. Ça veut dire que l'univers ne va pas s'étendre infiniment, mais juste infiniment, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis le troisième scénario, c'est l'expansion a commencé, elle va ralentir, et puis, hop, ça va se recomprimer. Si c'est le cas, ça veut dire que si on ne s'est pas autodétruit avant, qu'on n'est pas mort à cause de le fait que le Soleil va exploser dans 5 milliards d'années, dans 13,8 milliards d'années, l'univers va se recomprimer, et là,
Ça va être compliqué. Donc, de toute façon, on ne sera pas là pour le voir parce que, à mon avis, mais c'est une possibilité. Pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données pour savoir. Et c'est pour ça qu'on veut aller voir plus loin. À moins que, voilà, à moins que la théorie des cordes se vérifie et qu'on arrive à être capable de créer des trous de verre dans la courbure de l'univers et qu'on arrive à trouver un moyen de voyager dans les trous de verre. Des trous de verre qui sont prédits théoriquement font 1 nanomètre. Compliqué pour passer à travers, mais bon, après tout, peut-être que la théorie est fausse et que les trous de verre peuvent être plus gros et qu'on peut passer dedans parce que non seulement ils sont tout petits, mais ils vivent très peu de temps. Donc, bon. Mais on ne sait pas, on sait pas tout. Hein. Je vous ai dit au début, on pensait qu'on allait comprendre l'univers, puis on se rend compte qu'aujourd'hui, on ne connaît que 5% de l'univers. Donc, ce qui va arriver dans les 50 ans qui viennent, je ne suis pas capable de vous le dire. Oui. Le carbure de silicium. Non, c'est ce que j'ai redit à la dame tout à l'heure. Quand je dis qu'il n'est pas très résistant, vous pouvez mettre des bons coups de pied dedans, vous allez vous faire mal aux pieds. Il n'est pas très... Oui, on l'a cassé parce que on a fait un choc très violent. Mais il est fait pour résister à un lancement normal. C'est-à-dire quand on va... Ah bah s'il y a un météorite qui vient dessus, c'est sûr que ça ne marchera plus. Hein. Ah ouais, non, c'est pas prévu pour ça. Hein. Mais voilà. Alors comme on a un peu de carburant, si Euclide, dont une des missions c'est d'observer les météorites, les grosses, s'il envoie une qui vient sur lui, il va peut-être bouger, mais pour l'instant, on ne sait pas. Ah, c'est un choix qu'on a fait. Alors c'est instable. Alors c'est, comment vous expliquer ça avec un tout petit... bah voilà, je vais faire avec mes mains. Vous allez comprendre. Si je mets le bout de papier dans mes mains, il y a un puits de potentiel qui est créé par mes mains et l'équilibre de mon bout de papier il est stable. C'est-à-dire je peux bouger, ça ne bouge pas. D'accord ? Maintenant, je vous fais la même chose. Alors, il faut que Jean-François, tu veux bien mettre la boule sur mes mains, mais voilà. Ça, c'est un équilibre instable. Et ben, le point de Lagrange, il est exactement comme ça parce que c'est un champ de gravité. Donc, le champ de gravité au point, ben, la Terre et le Soleil, et de l'autre côté, il est de l'autre côté de la Terre. En fait, il est à un endroit, donc ça va être tiré soit dans un sens, soit de l'autre, en fonction de la position. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ben, s'il bouge trop, poum, il s'en va. Donc ce que nous on va faire, c'est on va contrôler sa position et dès qu'il bouge un peu trop, alors quand je dis instable, c'est pas non plus, voilà, c'est pas un bord franc, hein, donc c'est un bord un peu plat, mais pas tant que ça. Et du coup, s'il va trop loin, il va tomber, entre guillemets, c'est-à-dire il va quitter sa trajectoire, enfin il va quitter son point d'équilibre. Donc dès qu'il va bouger trop, et c'est ça on va surveiller tout le temps, dès qu'on va bouger, hop, on fait bouger avec le carburant pour qu'il reste au bon endroit. Donc c'est en fait, c'est un espèce de bol comme ça, mais assez plat. Par contre, dès qu'on s'éloigne vraiment trop, là, le champ de gravité il est très fort, donc il peut partir loin. Et là, on ne pourra plus le rattraper. Donc c'est pour ça que quand il va arriver à la fin de sa vie, donc il est prévu pour 7 ans, au bout de 7 ans, quand on n'aura plus de carburant, s'il va dériver, il va s'en aller, on ne sait pas où. Hein. Ça va dépendre de quel côté il tombe. Soit il va nous retomber dessus, mais ça c'est pas trop grave, qui n'est pas gros, soit il va partir, je sais pas où. Alors on va essayer de faire des économies de carburant pour le garder plus que 7 ans, mais on a prévu pour 7 ans. Pourquoi utiliser du carburant alors que l'énergie solaire? Il n'y a pas assez d'énergie solaire parce qu'il fait 2 tonnes d'œufs le satellite, donc ouais, il faudrait beaucoup trop de carburant. C'est toujours pareil, c'est un équilibre entre... alors, le carbure de silicium, c'est aussi pour ça qu'on l'a pris, parce que c'est très léger. Parce que on aurait pu prendre du titane pour être sûr que c'est plus lourd, mais voilà, ça veut dire qu'il faisait 4 fois plus lourd. Donc il y a plein de contraintes qu'on est obligé de gérer, j'allais dire, au mieux. Et en espérant qu'on a fait des bons choix, quoi. Mais il y a toujours un risque, hein, je veux dire. Alors on essaie de minimiser tout ça, mais le plus gros risque, c'est le lancement.
franchement, parce que là on ne maîtrise pas, parce que ça arrive, hein, que la fusée ne marche pas comme on veut. Il fait quelle taille le château? Alors il fait, ça c'est alors il fait, oui bah voilà, il faudrait augmenter le plafond d'1 mètre. Et voilà, il fait une 5 par 12. Ah, il doit avoir les dimensions quelque part, je crois. Il me semble que j'ai vu les dimensions, je les connais pas par cœur, mais c'est pas si gros que ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. Mais là, il n'y a pas tout. Ah, c'est celle d'avant, vous voyez? Vous vous rappelez avoir vu ça sur celle d'avant? Il y a la masse, ça oui, mais non, il n'y a pas la taille. J'ai pas... Ah bah tiens, voilà, du coup, on va la remettre. Et bien on corrigera, puis on vous le remettra, mais oui, en gros, ça fait... donc ça, c'est un des éléments. La base est un peu plus grande, elle fait 5 mètres. La hauteur, ouais, ça fait, allez, on va dire 5 par 5, quoi. Approximativement. C'est pas très très gros, hein. Mais je vous redonnerai des dimensions et je le mettrai sur le petit vidéo. Mais c'est pas si gros que ça. Ben, on peut pas, hein, on est limité par la coiffe du satellite. Donc non, c'est pas très très gros. Ouais. Et ça, l'échelle est à 1. Ça, c'est l'échelle 1. Alors ça, c'est que l'instrument infrarouge. Donc ça, le télescope, il est au-dessus. Alors, voilà. Si j'essaye de vous expliquer. Donc vous imaginez, voilà, mon télescope, il est au-dessus. Il va récupérer la lumière, elle va être retransmise, ça va traverser le plancher que vous regarderez sur un des petits transparents. Donc il y a un plancher. Puis dès qu'il va traverser le plancher, donc il va arriver à cet endroit-là. Et là, il y a un miroir qui va répartir la lumière en 2 grands objets. Ça qui va s'occuper de l'infrarouge et l'autre qui va être dans la dimension perpendiculaire qui va être là et qui va s'occuper du visible. Et donc on a les mêmes choses. Donc ça va arriver de là-bas. Hein. Ça, c'est notre capteur à nous qui va s'occuper de l'infrarouge. Et puis là, il y aura le capteur qui va arriver pour le visible. Donc en fait, la lumière, en fait, c'est de l'autre côté. Hein. Mon miroir, il est là-bas. La lumière va arriver comme ça ou elle va arriver comme ça. On va diviser la lumière en 2 à l'étage du dessous. Quoi. Donc ça, c'est l'étage du dessous. Le télescope, il est au-dessus. Oui. Est-ce qu'il y a déjà le calcul du retour de l'investissement? Si vous avez une idée. Alors si on découvre quelque chose, on sera content, on dira c'était super. Mais on est sûr de découvrir, on va enrichir notre catalogue. Sur le plan financier, on a une idée, 30%. Alors, c'est toujours pareil quand. Alors toujours pareil que je pourrais vous faire la réponse, je m'en fiche. C'est pas mon travail. Moi, on me dit, voilà, on a financé ce truc-là, voilà à quoi ça va servir. 1, débrouille-toi pour que ça marche. Merci. 2, fais les analyses des données que tu vas mesurer. C'est la première réponse que je pourrais faire, mais elle n'est pas satisfaisante. Pas même pour moi, parce que moi aussi je suis citoyen, je paye mes impôts, je me dis quand même, il faut un milliard là-dedans, je voudrais bien savoir à quoi ça sert. Donc à quoi ça sert? C'est ça. Donc là, cet instrument-là, il est unique. C'est-à-dire qu'avant, on n'a jamais fait un truc comme ça. Donc on va progresser sur quoi? Sur le traitement des données. Parce qu'il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire collaborer. Après tout ça, c'est une réponse intéressante. Jusqu'à présent, j'allais dire que dans l'ancien temps, même si l'ancien temps, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a 20 ans, 30 ans, les gens, ils travaillaient sur une expérience, dans leur laboratoire, ils analysaient leurs données. Ce temps-là, des découvertes simples, il est terminé. Donc aujourd'hui, pour faire des nouvelles découvertes, il faut être 15 pays, 200 laboratoires, 1500 personnes, parce que tout ce qui a été simple a été découvert, comme on dit. Donc si on veut passer à l'échelle du dessus de découverte, il faut collaborer ensemble. Et là, on va partager nos données dans 8 centres européens. On va partager ça entre 1500 personnes. Donc c'est fini le chercheur qui est tout seul dans son labo qui dit « Coucou, ça y est, j'ai fait une découverte ». Parce que ça coûte cher, donc on met 15 pays qui vont financer chacun un petit bout, parce que sinon on ne pourrait pas le faire.
Donc ça développe, l'esprit de collaboration. Et ça serait bien que cet esprit-là ne soit pas que pour les scientifiques, si vous voyez ce que je veux dire. Après, on peut rêver, hein. Donc là, c'est presque tous les pays d'Europe, plus les États-Unis, parce que voilà, dès qu'on parle d'étoiles, les États-Unis disent nous on sait faire des choses, et c'est logique. Les Russes aussi, hein. Je veux dire, ils nous vendent la fusée, mais ils veulent travailler sur les données aussi. Donc, la première des choses, c'est apprendre à travailler avec d'autres et à partager. Donc, les données, par exemple, voilà, on va répartir les données sur 800. Et pour faire ça, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, ça veut dire qu'il faut développer de nouvelles technologies de partage des données, de tuyauterie, hein, c'est de la tuyauterie informatique. Donc, ça, c'est le premier aspect, j'allais dire, de base. Après, sur les détecteurs en eux-mêmes, c'est une nouvelle génération de détecteurs qui n'a jamais été développée jusqu'à présent. Donc, entre guillemets, on développe de nouvelles technologies, puis ça va peut-être servir à plein d'autres choses, hein. Donc, il faut toujours voir ça comme la recherche fondamentale dans tous les domaines. C'est le bout du bout de ce qu'on sait faire. Et on essaye même d'aller un peu au-delà. Mais après, on n'a aucune idée de comment ça peut être traduit dans dans le quotidien, quoi. Le web, par exemple, oui, le web qui est un instrument qui a été développé par les physiciens du CERN dans les années 70 parce qu'ils avaient besoin de s'échanger des données. Là, ça sera peut-être un super web, je sais pas. Enfin, on n'a pas forcément d'idée de ce qui va sortir. Si, ce qu'on sait, c'est que la technologie infrarouge, ça, je peux vous garantir, il y a au moins des millions de personnes que ça intéresse. Bon, on n'est peut-être pas forcément d'accord avec eux, c'est les armées, hein, je veux dire, la technologie infrarouge, si vous êtes capable de voir un bonhomme à 2 km, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, de savoir, oui, ça nous intéresse. Alors, nous on n'a pas de quantique là, parce qu'on ne sait pas faire, mais peut-être que ça... Mais en tous les cas, nous on n'en a pas besoin, parce que c'est déjà trop compliqué. Nous, on a bien assez de choses à s'occuper, ça débute aussi. Donc voilà, je ne peux pas répondre de manière unique à votre question. Ce serait quand même envisager à l'avenir, après avoir compris le système, de déménager. Non, c'est pas l'heure du jour, mais c'est pas vrai. Alors, vous savez qu'il y a un monsieur qui pense à ça, hein. Il s'appelle Musk. Et lui, il veut déjà aller sur Mars. Parce que le postulat qu'il a pris comme postulat de départ, c'est la Terre, c'est foutu. On est trop cons, on a bousillé notre planète, à terme, si on fait rien, et j'ai pas l'impression qu'on fait beaucoup. Je sais pas comment vous faites quand vous êtes sur le périphérique et qu'on vous dit alarme pollution, réduisez votre vitesse de 20 km/h. Moi j'ai essayé de le faire, je me fais klaxonner, je me fais insulter parce que je roule comme une limace, quoi. Donc, peut-être qu'il a un peu raison, monsieur Musk, en disant, de toute façon, on n'est pas assez raisonnable pour pouvoir conserver notre planète vivable, donc je vais aller m'installer sur Mars. Donc, tout à l'heure, il y avait une dame qui voulait y aller, Donc, alors, l'étape d'après, on ne sait pas faire, parce que la première étoile la plus proche, c'est Proxima Centauri, c'est 4 années-lumière. 4 années-lumière, on ne sait pas voyager à la vitesse de la lumière. Donc, on a fait des calculs, j'ai fait ça, des calculs pour mes étudiants. Alors, ça peut le faire en allant moins vite que la vitesse de la lumière, c'est-à-dire qu'il faut quand même accélérer tout le temps. Donc, il y a un petit problème de carburant, mais peut-être qu'on pourrait y arriver. Mais rien qu'en faisant ça, il faut que vous prévoyiez un voyage de 20 ans. Si votre voyage se passe bien. C'est-à-dire s'il ne s'est rien passé, si vous n'avez pas explosé, si vous n'avez pas récupéré des micrométéorites, si vous avez réussi à résister aux radiations, enfin, etc. Donc ça veut dire pour l'instant, il n'y a aucune chance d'aller ailleurs. Mais voilà, c'est peut-être qu'il faut qu'on... Peut-être que si toute la planète se mobilisait pour un seul objectif, peut-être qu'on y arriverait, mais... Déjà qu'on essaie de mobiliser la planète pour éviter de se tirer trop dessus les uns les autres, ça ne marche pas. Alors, ils se mettent tous d'accord pour dire « Ah, allez, on va construire une fusée pour sauver l'humanité. » Moi, j'y crois pas. Peut-être que vous y croyez. Mais... Non, c'est pas... Enfin, pour l'instant, c'est même pas envisageable. Enfin, je connais personne qui a ça comme idée, quoi. Est-ce que
Ah non, justement. Euclide, c'est un survey le plus large possible, c'est-à-dire... Non, il y a... Alors si, il y a des régions qui nous intéressent. Ouais, il y a des petites régions qui nous intéressent. Alors les régions qui nous intéressent le plus, c'est les régions où il n'y a rien. C'est ce qu'on appelle les vides. Parce que justement, on a des petites idées sur le fait que si l'expansion s'est accélérée, c'est que les endroits où il y a du vide, c'est des repousseurs. Ouais, c'est eux qui poussent. Et il y a des gens qui disent que mais à cet endroit-là, il doit y avoir de l'antimatière qui doit repousser. On ne sait pas. Mais il y a plein d'idées, il y a plein d'idées. Il est l'heure, je crois. Oui, on a mis discrètement. Bon, non, il n'y a pas besoin. C'était un moment agréable. Un moment agréable avec vous. Merci. Bonne continuation et si j'ai des nouvelles de voyage dans l'espace, rendez-vous en 2022 après le lancement.